Ce n'est pas le film que je voulais faire. Le choix de ce projet est né du désir d'exprimer la liberté que l'on peut éprouver dans la nature. Dans les paysages, les coins oubliés, je voulais montrer quelque chose que je n'avais pas de mots pour décrire. Ce sentiment de liberté que j'avais parfois ressenti et toujours recherché. La solitude n'existe pas dans la nature. Comment est-ce qu'on peut décrire quelque chose d'aussi grand quand le langage est si petit? Quand les mots nous manquent, il nous reste nos sens. Montserrat est l'une des rares personnes que j'ai rencontrées qui pouvaient transmettre ce sentiment. En passant une journée avec elle, quelque chose changeait. Mais il fallait du temps avant de pouvoir comprendre la nature de ce changement. Le jour de mon arrivée chez Montserrat, j'étais fatiguée, nerveuse et impatiente. J'ai envahi cet espace symbolique qu'elle avait sculpté avec ses mains et ses mots. Comme tout envahisseur, j'avançais rapidement et ne perdais pas de temps dans mes questions. Je voulais tout savoir, dessiner le portrait concret d'une personne. Qui? Quoi? Où? Le constant pourquoi. Pendant ce temps, elle souriait. Patience. Mais quelque chose s'est produit en moi, quelque chose m'a touchée quand j'ai découvert cette maison au milieu de ces rochers et cyprès. Cyprès. Pour certains, un arbre lié au cimetière. Pour d'autres, l'arbre de la vie. Les voyageurs de temps anciens voyaient dans l'apparition de cyprès un symbole de refuge isolé en pleine nature. Dans la Rome antique, un cyprès indiquait aux voyageurs la possibilité d'obtenir de l'eau. Deux cyprès, de la nourriture. 3 ou plus, un lieu où dormir. Arbre de vie ou de mort, c'est un arbre d'accueil. Un accueil dans la vie éternelle durant la mort, d'hospitalité durant la vie. Pour l'ermite aussi, l'accueil est sacré. En arrivant chez Montserrat, nous entrons le royaume de quelqu'un qui n'en possède rien et qui n'a aucune richesse. Mais cela reste ses terres. Elle a vécu là-bas en solitaire plus de 40 ans. J'y suis allée plusieurs fois. Je l'ai filmée. Tout d'abord, nous voulions filmer la solennité de sa vie, le silence, l'introspection, le calme. Mon regard n'était pas objectif, car tout venait de mes interprétations personnelles, de l'idée que je me faisais d'une vie dans la solitude. J'étais trop prédisposée à montrer mon expérience de la manière que je la comprenais. Il me fallait du temps pour voir qu'il n'y a pas de silence.
Il y a non seulement des sons, mais aussi des couleurs, des actions, la routine impénétrable. Il était surprenant de rencontrer une personne qui avait décidé de vivre seule, mais qui pourtant avait un tel entrain à parler et à partager. Sa voix était forte et dynamique. Le discours était ponctué de distractions, les histoires entremêlées les unes aux autres, et il ne semblait jamais y avoir de fin. Dialoguer avec elle ressemblait à un voyage en train, le regard porté sur le paysage défilant et changeant. Une des particularités de sa personnalité était sa manière d'organiser. Il était impossible de l'aider, de débarrasser, de nettoyer mes plats. Tandis que j'essayais de me rendre utile en lui donnant le moins de travail possible, elle m'arrêtait et voulait arranger les choses elle-même. Sa maison paraissait un microcosme du monde entier, rempli d'objets offerts par des voyageurs de passage, des livres, des lettres, témoignages de ses relations épistolaires avec des gens qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Chaque objet avait sa place. Je ne me rendais pas compte de la valeur du quotidien. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle est restée là, bien sûr, ancrée chez elle. Puis le virus est venu et, comme elle, nous avons tous dû rester à la maison. Nous sommes passés du cynisme, certains que la crise ne pourrait jamais nous atteindre, à la perte de notre liberté individuelle en seulement quelques jours. Après la colère, l'anxiété et l'incertitude initiale, nous avons commencé à nous adapter et à attendre. Il y avait une ironie à cela, à dépeindre une religieuse ermite, une femme qui a passé la majorité de sa vie dans l'isolement, alors que j'étais également obligée de m'isoler chez moi. Bien sûr, nos expériences sont différentes. Elle a choisi son isolement, l'a maîtrisé. Elle m'a dit un jour que sa fenêtre était sa télévision. Quand je vois la mienne, je vois des bâtiments, des murs, du béton. Mais je peux l'imaginer en même temps, regardant à travers les collines, la verdure. Au cours de nos conversations initiales, je lui ai demandé ce que quiconque aurait probablement demandé et ce que beaucoup de gens lui avaient probablement déjà demandé auparavant. Pourquoi avez-vous décidé de devenir ermite ? Elle a dit, comme si c'était évident, que c'était un moyen pour elle de tendre la main et de mieux aider les autres. Elle était dans un train, observant la souffrance s'afficher sur les visages des gens, et a pensé
que limité je suis de vouloir aider tout le monde. Tu veux aider tout le monde? Va vivre seul. Puis, elle ajouta: j'ai ressenti la contradiction, celle de s'enraciner dans la vie et d'autre part, une grande liberté. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? La première fois que j'ai vu Montserrat, j'ai commencé à l'admirer et à rêver de sa vie. Le lendemain, elle nous a envoyé 2 photos. Alors que nous faisions un documentaire sur sa vie, Montserrat était celle qui allait nous apprendre en fin de compte à communiquer à travers les images. De cette manière, elle a initié une conversation photographique. Son attention aux détails, au temps, la connaissance de son environnement. Ce matin, par exemple, quand elle m'a indiqué exactement où pointer la caméra, pour voir le lever du soleil me guider à travers la silhouette dessinée par les montagnes. À travers ces images, et non les mots, elle m'a indiqué son univers et comment elle le voyait. Les changements, les visiteurs réguliers. Son identité. En descendant d'une montagne d'où le soleil se couchait, Montserrat m'arrête. Elle me montre un rocher où repose une tache ronde de mousse. Elle me dit: quand il pleut, cette tache devient un cœur. Dans les photos de Montserrat, je vois une larme couler d'une fleur, une fourmi jouant avec un pétale, une goutte d'eau reposant au centre d'une feuille, un oiseau mort qui ressemble à un enfant endormi, ou selon ses mots, Quasimodo, le grand poète. Un gros plan de la terre qui pourrait aussi bien ressembler à des nuages dans le ciel. Je savais que ce n'était pas une coïncidence, et je savais que Montserrat avait également vu ces choses. En parcourant ces photos, je trouve une autre fourmi, la persistance de ces images, sa poursuite de ces animaux, leur humanisation et l'histoire qu'elle imprègne dans leur vie. À travers ces photographies, elle crée un autoportrait. Et je réalise qu'elle est mieux décrite par le monde qui l'entoure que par elle-même. Je connais le rythme et la direction de toutes les ombres autour de ma chambre. Les différentes couleurs que prennent mes objets au long de la journée. En confinement, mon espace et moi avons synchronisé nos rythmes et je remarque la routine quotidienne de mon propre espace de vie. Est-ce que toutes ces choses étaient là avant ? Montserrat n'essaye pas de contrôler les choses. La nature a sa propre façon de forcer son contrôle sur ses habitants, tandis que la ville vous apprend à organiser, à planifier et à donner des ordres pour que tout son environnement s'adapte à nous. Si des gens viennent la visiter, Montserrat les assistera. S'ils ne viennent pas, elle poursuivra ses tâches. Aucun événement ne la perturbe, et c'est à travers cela qu'elle a appris à être libre. J'aimerais pouvoir dire que je repartirai dans les rues avec plus d'entrain, plus de bon sens. J'ai beaucoup réfléchi et je sens que cette période a été importante. Les mots pour décrire cela, le futur me les donnera peut-être. Pour le moment, la ville s'est convertie en une chose étrange.
il me semble que le monde dans lequel je retourne est tout aussi faux et tout aussi absurde qu'avant, si ce n'est plus. L'homme a une capacité déconcertante à retourner à ses habitudes. Peut-être pour cela est-il rempli de nostalgie et de regrets. Avons-nous saisi l'opportunité de changer ? Non. J'ai passé 3 mois me cachant sous une couette. Enfouie dans mes affaires, je retrouve un marque-page qu'elle m'avait offert un jour et qu'elle avait fait elle-même. Sur le marque-page, une petite citation écrite en catalan. « L'imprévisible se rit de vos projets ». Un message qui rend ma situation ironique. Enfin, voici les questions qui sont nées de la solitude. Pourquoi la société a-t-elle toujours produit des ermites ? Que vont chercher les personnes qui partent à la rencontre des ermites ? En quoi la perception d'une personne qui s'est éloignée de la société peut-elle éclairer ceux qui y vivent ? Dans la philosophie hindoue, chaque être humain prend la forme finale d'un ermite. C'est la forme ultime de réussite. Cependant, l'ermite ne semble pas donner de réponse évidente. L'ermite écoute, observe, offre une tasse de café et s'assoit à nos côtés jusqu'à 2h du matin. Pourquoi la solitude a-t-elle aidé Montserrat à se sentir plus proche des autres ? Quand je l'ai appelée, elle m'a dit « Je pense que le bien et le mal que je fais se répercutent sur les autres. Du coup, si cela se répercute sur les autres, ce que je vis aussi a un impact. » La façon dont mes pensées ont été liées à Montserrat pendant le confinement m'oblige à avoir ma propre opinion à ce sujet. L'ermite entre dans une solitude que nous partageons tous, et c'est ainsi qu'il se rapproche des autres. Dans la solitude, on ne peut pas faire la différence entre soi et les autres. On est simplement obligé de trouver ce qui peut nous connecter à l'humanité. Dans la solitude, nous développons des manières de voir qui peuvent changer notre relation au monde, si nous le laissons. Ce n'est pas le film que je voulais faire.